Charles et Catherine Romer. À 3h51 de l'après-midi, le mardi 8 avril 1980, Charles et Catherine Romer se sont enregistrés dans leur hôtel et ont emmené leurs affaires dans leur chambre. Le couple âgé séjournait dans le Holiday Inn, situé le long de l'I-95 et US 341 à Brunswick, Georgie. Ils voyageaient de Miami, en Floride, où ils avaient une maison d'hiver pour retourner à leur domicile à Scarsdale, New York. Plus tard ce jour-là, vers 5h de l'après-midi, un patrouilleur de l'autoroute de Géorgie a aperçu la voiture du couple au sud de Brunswick, près d'un groupe de restaurants. La voiture était distinctive, ce qui explique qu'elle lui soit restée en mémoire. C'était une Lincoln Continental noire, à 2 portes, de 1978, avec des plaques de New York lisant CRRCBR. CBR, c'est la dernière apparition connue de leur voiture, qui n'a jamais été retrouvée depuis que le couple a disparu. Plusieurs jours plus tard, le vendredi 11 avril, le personnel de l'Holiday Inn a prévenu la police qu'ils n'avaient pas vu le couple s'enregistrer et que leur chambre ne semblait pas avoir été occupée depuis qu'ils y avaient déposé leurs affaires. La police a ouvert une enquête sur la disparition du couple. Lors de la fouille de la chambre, la police a trouvé des lunettes, une bouteille de scotch et des déclarations de revenus. Ils ont également découvert la dernière entrée du journal de Charles datée du 7 avril, qui indiquait qu'il serait de retour à New York pour le 10 avril. Charles, né le 27 août 1906, avait 73 ans au moment de sa disparition. Il a été décrit comme un homme extrêmement méticuleux et sa famille et ses amis pensaient qu'il n'était pas probable qu'il dévie de son plan. L'enquête a rapidement pris de l'ampleur. Les autorités ont fouillé les marécages et les routes secondaires, utilisé des hélicoptères et des conducteurs à la recherche d'un indice qui pourrait les mener à l'endroit où se trouvait le couple disparu ou pour connaître leur sort. Ils ont également fouillé les restaurants et stations-service le long des 120 miles de l'autoroute inter-État entre la frontière de la Floride et Savannah en Géorgie. Les fils de Charles ont même engagé un détective privé pour aider à l'enquête. Plusieurs théories ont commencé à prendre forme aux yeux des autorités et du détective privé. La théorie principale est que le couple a été victime d'un vol et a peut-être été tué pour les bijoux qu'il portait. Charles était un ancien dirigeant de Sinclair Oil à la retraite. Il menait un mode de vie somptueux et avait une grande fortune personnelle. Catherine, née en juillet 1902 et ayant 77 ans au moment de sa disparition, a épousé Charles en 1974 après l'échec de son premier mariage. Elle aurait laissé derrière elle environ 500 000 $ de bijoux rien que dans la chambre d'hôtel et portait souvent des bijoux valant entre 80 et 150 000 $ à tout moment. D'autres ont émis l'hypothèse que le couple a été poussé hors de la route ou a peut-être manqué un pont et a fini dans une rivière ou un marécage en se rendant à un restaurant à l'écart des sentiers battus. Des pêcheurs près de l'île Jekyll ont signalé avoir vu un couple correspondant à leur description, mais en raison du moment de l'observation, les autorités soupçonnent que les deux couples n'étaient pas les mêmes. En 2004, une femme a déclaré que son défunt mari avait été forcé de quitter la route par une voiture ressemblant à celle du couple. Cependant, les conducteurs qui ont fouillé les environs sont revenus à la rive les mains vides. Il y a également eu une observation non confirmée du couple en train de discuter avec un jeune couple avec un petit chien. Malgré les efforts déployés par les autorités pour localiser Charles et Catherine Romer, ils n'ont pas encore été retrouvés. Les fils de Charles ont régulièrement fait des voyages en Géorgie pour aider à maintenir l'affaire en vie. Bien que toutes ces années plus tard, on ne sait pas s'ils continuent à le faire. L'un des conducteurs des premières recherches d'hommes marines continue également à chercher des indices pendant son temps libre. Cet homme, George Baker, avait effectué 315 recherches pour eux d'ici 1998. Cependant, malgré toutes les spéculations et recherches, il semble que le couple et leur voiture aient tout simplement disparu de la surface de la Terre. Malheureusement, le cas de Catherine et Charles Romer reste non résolu et inactif. Ryan Singleton. En juillet 2013, un mannequin, écrivain en devenir et cinéaste, Ryan Singleton a pris un vol de sa maison familiale à Atlanta, Géorgie pour Los Angeles, Californie. De là, il a loué une voiture pour conduire jusqu'à Las Vegas. On ne sait pas exactement quel était le but de ce voyage, bien que certains rapportent qu'il était simplement censé être des vacances. Le jeune homme de 24 ans mesurait 6 pieds 4 et était décrit par ses amis et sa famille comme étant gentil et doux.
Pour beaucoup, son cas est clair et net, mais pour d'autres, ce n'est pas si simple. Et ce qui lui est arrivé cet été-là fait encore l'objet de nombreuses discussions 7 ans plus tard. Vers le 9 juillet, Ryan traversait en voiture le désert de Mojave désolé. Il rentrait de Las Vegas. La voiture est tombée en panne près de Baker, en Californie, et un policier de la patrouille routière l'a emmené jusqu'à l'aire de repos la plus proche, à une station-service, pour qu'il puisse appeler à l'aide. Selon les rapports, le patrouilleur avait ramassé Ryan alors qu'il marchait le long de la route, mais lorsque le duo est allé chercher sa voiture, elle n'était pas là. Il aurait également subi des attaques d'animaux en marchant depuis sa voiture. À l'arrêt, Ryan a appelé son ami TK avec son portable. Il a également appelé sa mère et lui a demandé de lui envoyer les $100 qu'il avait dans sa chambre à la maison car il commençait à manquer de fonds. Elle a accepté, fait ce qu'il demandait, puis a essayé de le rappeler pour lui transmettre le numéro de suivi de l'argent, mais il n'a jamais répondu à son téléphone. Ryan a continué à ne pas répondre aux appels et aux messages envoyés sur son mobile. En fait, ces communications téléphoniques ont été la dernière fois que le jeune homme de 24 ans a été entendu. Lorsque TK, qui vivait à 3 heures de distance, est arrivé à l'aire de repos, Ryan était introuvable. La disparition soudaine du jeune homme a été très rapidement signalée aux forces de l'ordre locales. Le jour suivant, le 10 juillet, la voiture de Ryan a été localisée à quelques kilomètres au nord de l'endroit où lui et l'officier la cherchaient. Et le 11 juillet, sa mère a découvert que son fils avait reçu une aide financière de nombreuses personnes. On ne sait pas pourquoi le voyage de Ryan était financé par d'autres personnes. Ou exactement ce qu'il finançait. 2 mois et demi plus tard, le 21 septembre, le corps de Ryan a été retrouvé par des joggeurs à environ 2 miles de la station-service. Il était entièrement vêtu, à l'exception de son haut, qui manquait, et la plupart de ses organes étaient absents. Il manquait également une grande partie de sa peau, plusieurs côtes et certaines de ses dents. Il était presque entièrement squelettique. Ses restes ne pesaient que 50 livres. Après la première découverte macabre, il y a eu beaucoup de spéculations autour du cas de Ryan. Tout le monde qui a appris cette affaire semblait immédiatement soupçonner que le jeune homme était tombé aux mains de trafiquants d'organes. Mais cela est fortement contesté par des experts qui ont expliqué qu'il est beaucoup plus probable que ces organes ont été pris par des animaux charognards. Le trafic d'organes n'est apparemment pas aussi courant que beaucoup de gens semblent le penser. Et les experts sur le cas ont répété à maintes reprises qu'il existait des moyens plus simples pour obtenir des organes. La principale divergence dans l'autopsie de Ryan est qu'il semble avoir subi une fracture du crâne. Cependant, les experts ont démenti cela, affirmant que c'était une blessure qui s'est produite après la mort. En raison de l'état de décomposition, une cause de décès n'a pas pu être déterminée par le médecin légiste. Pour beaucoup, l'hypothèse du charognard animal est une réponse acceptable à l'état du corps de Ryan et est beaucoup plus crédible qu'une bague de récolte d'organes en était responsable. Ce qui pose cependant davantage de questions, c'est une grande partie de l'histoire de Ryan et l'enquête qui a eu lieu après sa disparition. Ryan avait 21 ans quand il a commencé à poursuivre ses rêves de devenir mannequin. Il a déménagé à New York et a vite décroché des contrats de mannequinat. Tout s'est bien passé pour lui, mais il a ensuite décidé de poser son regard sur les lumières éclatantes d'Hollywood. Lui et 2 de ses amis ont fait le voyage à LA, filmant toute l'aventure et la transformant en une docu-série intitulée « Sommes-nous déjà célèbres ?» Après un certain temps, Ryan est retourné à New York où il s'est marié à un homme 2 fois plus âgé que lui. Sa mère a appris cela via Facebook. Elle ne connaissait pas le nouveau conjoint de Ryan et ne l'avait jamais rencontré. Cependant, le mariage a rapidement échoué et Ryan est rentré chez sa mère en Géorgie au printemps 2013. Son conjoint a appelé la mère de Ryan cet été alors qu'il était en Californie. Il a affirmé que le jeune homme de 24 ans était en danger, mais n'a pas donné plus de détails sur pourquoi ou comment. Pendant ce temps, Ryan avait demandé à sa mère de ne pas dire à son conjoint où il se trouvait, mais elle a révélé son emplacement quand elle s'est inquiétée, n'ayant pas eu de nouvelles de son fils pendant plusieurs jours. Selon son conjoint, Ryan semblait ivre lors de leur dernière conversation. Cependant, aucun des agents de police ayant rencontré Ryan ne l'a remarqué. Et son autopsie en septembre 2013 a montré qu'il n'avait aucune trace de drogue ou d'alcool dans son système. Mais les choses sont devenues encore plus étranges lorsque l'on a découvert que la voiture que Ryan avait louée semblait avoir été essuyée. Aucune preuve ni empreinte digitale n'a été trouvée dans le véhicule.
On a également découvert qu'il contenait son sac à dos et son téléphone portable, le même téléphone qu'il avait utilisé pour contacter ses amis et sa famille lorsqu'il a été entendu pour la dernière fois. On ne sait pas comment cela s'est produit puisque plus tôt dans la journée, Ryan ne pouvait pas trouver sa voiture. Ces derniers mouvements sont enveloppés de mystère. Puis, en 2017, la patrouille routière de Californie et la patrouille routière du Nevada ont toutes deux affirmé ne détenir aucun enregistrement de Ryan interagissant avec des membres de leur département. La famille et les amis ne parviennent pas à comprendre pourquoi quelqu'un voudrait tuer Ryan, bien que son ancien conjoint ne croit pas qu'il soit simplement tombé et mort, supposant qu'il était peut-être victime d'un crime haineux. Bien qu'il semble probable que les organes de Ryan n'aient pas été prélevés, les circonstances entourant sa mort restent troublantes et étranges néanmoins. Personne ne peut vraiment être sûr de ce qui s'est exactement passé durant les tragiques dernières heures de Ryan. Judy Bradford travaillait en tant qu'infirmière à domicile à Boston au milieu des années 80 quand elle a rencontré l'avocat Jeffrey Smith. Judy a pris soin du père de Jeffrey après son opération de la gorge. 2 fois divorcée avec 2 enfants de son deuxième mariage, Judy a entamé une relation avec Jeffrey et après 10 ans ensemble, le couple s'est marié en 1996. 8 mois après leur mariage, le couple décide d'assister ensemble à une conférence à Philadelphie du 9 avril au 11 avril 1997. Le plan était que Judy explore la ville pendant la journée pendant que Jeffrey assistait à la conférence et qu'ils se retrouvent ensemble le soir. Ils avaient également l'intention de passer le reste de la semaine suivante à visiter le New Jersey. Le vol vers Philadelphie était de l'aéroport international de Logan le 9 avril. Cependant, les choses ont mal tourné quand Judy a réalisé qu'elle avait oublié son permis de conduire chez elle. Suite aux changements réglementaires récents, les compagnies aériennes doivent contrôler l'identité des passagers avant l'embarquement. Elle a dit à Jeffrey de prendre le vol et qu'elle prendrait le prochain une fois qu'elle serait rentrée à la maison pour récupérer sa pièce d'identité. Les deux se sont retrouvés cette nuit-là dans le hall de l'hôtel Doubletree dans le centre-ville de Philadelphie où se tenait la conférence. Le lendemain, après le petit déjeuner, Jeffrey est allé à la session du premier jour tandis que Judy a fait ses propres plans pour visiter des sites touristiques avant de retourner à l'hôtel pour un cocktail de conférence avec son mari à 6 heures du soir. Plus tard, comme l'heure de la fête approchait, Jeffrey est allé dans la chambre partagée du couple mais a constaté que sa moitié n'était pas là. Supposant qu'elle s'était trompée sur leur arrangement et qu'elle était déjà allée à la fête, Jeffrey est descendu pour la chercher. Cependant, Judy n'était pas là. Pendant un moment, il a fait des allers-retours entre la fête et leur chambre, espérant la croiser, mais Judy n'est jamais apparue. Il a ensuite informé le personnel de l'hôtel qui a appelé les hôpitaux locaux pour retrouver Judy. Pendant ce temps, Jeffrey a quitté la fête et a payé un taxi pour suivre l'itinéraire du bus touristique que Judy lui avait dit qu'elle utiliserait ce jour-là. Mais il n'y avait aucun signe d'elle. Il a ensuite demandé à ses beaux-enfants de vérifier si elle avait laissé des messages téléphoniques. Il était minuit lorsque Jeffrey a essayé de signaler la disparition de sa femme, mais la police lui a dit qu'il devait attendre au moins jusqu'au matin, sinon les 24 heures complètes, avant de pouvoir déposer un rapport de personnes disparues. Après une nuit blanche à se retourner sans cesse, Jeffrey a appelé la police dès la première heure le matin. Cette fois, il a réussi à faire inscrire sa femme en tant que personne disparue. 4 jours plus tard, la police se demandait si Judy, qui avait 51 ans à l'époque, traversait une sorte de crise de la quarantaine et si elle avait peut-être disparu pour attirer l'attention. Puis ils se sont demandé si elle était venue à Philadelphie au départ. Ils ne comprenaient pas comment Judy, une voyageuse solo expérimentée, pouvait oublier son permis de conduire, mais Jeffrey a expliqué à maintes reprises qu'elle n'avait pris l'avion qu'une seule fois depuis la mise en place des nouvelles réglementations 18 mois plus tôt. Selon les autorités, un seul témoin pouvait confirmer avoir vu Judy à l'hôtel et il n'y avait pas non plus de registre des invités pour l'aider à la localiser là-bas. Plusieurs signalements ont été signalés aux autorités à mesure que la couverture médiatique de l'affaire augmentait, mais la plupart de ceux-ci ne sont pas jugés crédibles. Un homme sans abri a identifié Judy à partir de sa photo et a dit à la famille le 15 avril qu'il venait tout juste de la rater, mais Judy n'a jamais été retrouvée dans la zone. Un détective qui a fouillé la pièce a remarqué qu'il n'y avait pas de produits cosmétiques et que les vêtements restants de Judy n'avaient pas été portés, suggérant qu'elle avait porté la même tenue 2 jours de suite. Cependant, sa fille a confirmé que c'était un comportement habituel pour sa mère lorsqu'elle partait en voyage. Puis Jeffrey a refusé de passer un test de détecteur de mensonges.
Il a demandé que le Federal Bureau of Investigation l'administre et que s'il le réussissait, le département de police demande l'aide du Federal Bureau of Investigation pour mener l'enquête. La police a affirmé que Jeffrey avait dit cela en sachant que le Federal Bureau of Investigation ne se joindrait pas et qu'il a refusé quand ils ont proposé que la police d'État du Massachusetts gère le test du polygraphe au lieu du PD local. Alors que la police poursuivait l'enquête, Jeffrey a travaillé dur pour tenter de ramener sa femme disparue à la maison. Il a engagé 2 enquêteurs privés, affiché des posters avec ses enfants et faxé la photo et les informations de Judy aux hôpitaux de tout le pays dans l'espoir que quelqu'un quelque part avait des réponses. Le 7 septembre 1997, 5 mois après la dernière apparition de Judy, un père et son fils en chasse dans une zone de la forêt nationale de Pisgah, en Caroline du Nord. On trouvait ce qui semblait être des os humains, près de la zone de pique-nique de Stony Fork le long du ruisseau Chestnut, un peu plus de 9 miles d'Asheville. Les os avaient été dispersés probablement par la faune et au centre de cette zone se trouvait une tombe peu profonde où la majorité du squelette vêtu restait, toujours partiellement enterré. Le médecin légiste a déterminé que les os appartenaient à une femme blanche âgée de 40 à 55 ans avec beaucoup de travaux dentaires et de l'arthrite dans un genou. Des marques de coupures sur les côtes et les vêtements indiquaient qu'elle était morte de plusieurs coups de couteau et l'affaire a été classée comme homicide. Un médecin aux urgences, en Caroline du Nord, qui a vu le corps découvert dans les médias, a pensé qu'il pourrait s'agir de Judy, dont il avait reçu les informations par fax. Il a fait part de ses soupçons à la police. Les détectives ont demandé les dossiers dentaires de Judy qui ont été transmis au médecin légiste. D'ici fin septembre, c'était confirmé. Le corps squelettique retrouvé dans la forêt était celui de Judy Bradford, disparue à l'âge de 51 ans. Le bureau du shérif de Buncombe a dirigé l'enquête sur son meurtre. Il a été déterminé que les vêtements que portait Judy n'étaient pas les mêmes que ceux qu'elle portait lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois par Jeffrey et d'autres témoins. Elle était vêtue de jeans, de sous-vêtements thermiques et de bottes de randonnée, des vêtements appropriés pour une randonnée dans les montagnes d'Asheville au milieu du mois d'avril. Le corps n'avait ni portefeuille ni pièce d'identité, mais un sac à dos en vinyle bleu appartenait à Judy. À l'intérieur, il y avait des vêtements d'hiver et 80 $ en liquide. Son chemisier avait été enterré près de là avec 87 $ dans les poches. Ces 167 $ concordaient avec les 200 $ que Jeffrey soupçonnait que sa femme portait au moment de sa disparition. Étant donné que Judy portait toujours son alliance et que l'argent n'avait pas été touché, les autorités ont exclu le vol comme motif dans cette affaire. Le sac à dos rouge avec lequel Judy voyageait toujours n'a pas été trouvé, et il n'a jamais été localisé, tout comme les vêtements dans lesquels elle a dû a été vue pour la dernière fois. Des lunettes de soleil coûteuses, non reconnues par la famille, ont été découvertes sur le corps de la femme de 51 ans. La famille a été déconcertée par ce tournant inattendu. Selon eux, Judy n'avait exprimé aucun désir de se rendre à Asheville. Elle n'avait visité la ville qu'à 2 reprises, une fois lorsqu'elle rendait visite à Jeffrey et l'autre fois lorsqu'elle accompagnait un patient lors d'une visite familiale. Un commis d'un magasin voisin s'est alors avancé, se souvenant de l'interaction qu'ils avaient eue avec Judy quelques mois plus tôt en avril. Elle semblait alerte et agréable et il ne semblait y avoir aucun problème. Elle avait mentionné qu'elle avait un mari avocat de Boston qui assistait à une conférence à Philadelphie et qu'entre-temps, elle avait décidé de visiter Asheville. 2 autres personnes ont vu Judy ou une femme correspondant à sa description dans une berline grise. Un propriétaire de charcuterie a témoigné avoir acheté des sandwichs pour 30 $ et un camion jouet. L'autre était un employé de Baltimore Estate et se souvenait que Judy avait demandé si elle pouvait passer la nuit dans sa voiture au terrain de camping à proximité. Quand on lui a dit non, elle est partie en voiture et l'employé a remarqué que sa voiture était remplie de boîtes et de sacs. Ces observations sont considérées comme crédibles par les enquêteurs locaux. Finalement, Jeffrey Smith a été écarté en tant que suspect dans l'affaire de sa femme par le département du shérif de Buncombe, mais pas par le PD de Philadelphie. Il est mort 8 ans plus tard, en 2005. On croyait que Jeffrey était trop obèse morbide pour avoir été capable de monter le corps de Judy sur la colline où elle avait été trouvée. Il avait également un alibi pour le jour où elle a disparu, qui a été corroboré par plusieurs personnes. Alors qu'un ami suggérait que le couple avait des problèmes dans leur mariage, ce qui aurait pu conduire Judy à vouloir du temps loin de son mari, Jeffrey, ainsi que les enfants adultes de Judy, disent que ce n'est pas vrai et que le mariage allait bien. De nombreuses théories différentes ont été émises sur le cas de Judy. Il a été brièvement spéculé que Gary Michael Hilton aurait pu être responsable du meurtre.
Surnommé le tueur en série du parc national, Hilton avait assassiné un couple âgé en octobre 2007 dans la forêt nationale de Pisgah où Judy a été retrouvée. Il a ensuite été arrêté et condamné pour plusieurs crimes, mais n'a jamais été positivement lié au meurtre de Judy. Des internautes se sont demandé si Judy avait prévu de disparaître, puis avait été victime d'un crime. D'autres ont questionné pourquoi elle est allée à Philadelphie si elle était si malheureuse dans son mariage au lieu de rester chez elle. On a également postulé que Judy souffrait de démence précoce, ou peut-être même de troubles de la fuite dissociative, ou que le corps n'est pas du tout celui de Judy. D'autres ont suggéré que le couple avait peut-être planifié ensemble la disparition comme une sorte d'escroquerie à l'assurance, mais que quelque chose a terriblement mal tourné. Selon un détective du shérif de Buncombe, Judy se serait rendue volontairement à Asheville et qu'elle a été tuée là où elle a été trouvée car il aurait été difficile de traîner ou de déplacer le corps à cet endroit. D'autres membres de la police croient là que le meurtrier de Judy n'est pas originaire de Caroline du Nord, mais a peut-être des liens là-bas. Jeffrey a mentionné que sa femme était le genre de personne à s'arrêter et à aider quelqu'un d'autre. Peut-être que son meurtrier l'a attirée en feignant une blessure ou une maladie. Bien qu'il y ait une abondance de théories dans l'affaire de Judy, il y a très peu de réponses. Au fil des années, son cas devient plus froid et reste un mystère. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez encore envie de contenu sur les crimes réels, écoutez le podcast du détective de cas non résolus lié ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, prenez soin de vous. À la prochaine.